Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'obtention de la certification Calliope, dédié aux managers d'organismes de formation ou managers en devenir qui se lancent dans cette activité. Avant de démarrer le webinaire, je vous présente 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper votre téléphone, ou en tout cas à minima de le mettre en mode silencieux, pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le troisième qui consiste à l'utilisation de 2 onglets, que vous avez à disposition via, l'outil, que vous avez aujourd'hui, donc Livestorm pour ce webinaire. Le premier onglet, c'est, l'onglet chat dans lequel je vous invite à interagir avec nous, faire part de vos remarques, pour, signaler, s'il y a un quelconque besoin ou interagir aussi entre les participants. À différencier, de l'autre onglet, celui des questions. Donc, comme son nom l'indique, utilisez-le dès que vous rencontrez une information qui nécessite davantage d'éclaircissement. Posez vos questions à cet endroit. C'est aussi un onglet qui vous servira d'espace de vote, pour, mettre en avant les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et enfin, le quatrième et dernier onglet, celui, de la concentration, concentration sur, le support de présentation et aussi sur la voix des participants, des intervenants, pour augmenter votre compréhension tout au long de la présentation. Alors ce premier appel étant fait, je vous pose une première question. Quelle est la qualité du son et de l'image? Répondez directement dans le canal chat pour, nous donner un premier signe, savoir si voilà, Grazilla. Bonjour à vous de nouveau. Je me souviens que vous étiez présente, peut-être la semaine dernière ou celle d'avant encore, un webinaire. Bonjour, top pour, Virginie, Ariana également. Merci à vous, Thomas aussi. Merci pour vos retours. C'est, bon signe. On peut passer donc à la suite, puisque, la qualité est bonne pour tout le monde. Alors je suis présent aujourd'hui avec, François Galénou. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, François Guélinou, je suis le président d'ICPF. Je suis rentré à ICPF en 1900, en 2005, en 2005 je me consacre depuis 2005 à la qualité de la formation. Je suis très content d'être ici pour échanger avec vous dans ce contexte très intéressant de la formation professionnelle. Et pour ma part, je suis, Thomas Talby, responsable marketing et communication depuis, bientôt 4 ans, au sein de ICPF. Une expérience qui m'a permis, d'acquérir une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle, du fait, de cette fonction, être, toujours à l'écoute de l'actualité sur le marché et aussi, 1 fois par semaine depuis, mon arrivée dans l'équipe, d'avoir ce genre d'exercice, vous, délivrer des informations sur plusieurs thématiques différentes. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, c'est celle sur l'obtention de la certification et je suis aussi ravi de tous vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. Alors, la présentation du jour va se diviser en 5 parties. Une première partie qui est dédiée à la présentation de ICPF, l'organisme certificateur. Deuxième point sur les modalités de Calliope. Qu'est-ce que c'est? Troisième partie, comment obtenir la certification Calliope. Quatrième partie, que se passe-t-il une fois que la certification Calliope est obtenue? Et enfin, cinquième et dernière partie, dédiée davantage à l'interaction, aux questions et aux réponses, pour notamment revenir vers les personnes qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions. Alors pour débuter cette présentation, François, où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, ICPF connaît une croissance très forte et une progression très forte depuis maintenant 12 ans. Alors aujourd'hui sur Calliope, nous sommes numéro un en nombre de certifiés, avec environ 4800 certifiés Calliope. Le chiffre est sur le slide suivant, donc j'espère que je ne me suis pas trompé, et 1200 certifiés pro. Quels sont les atouts? Premier atout, bon, globalement, c'est une qualité de service, c'est-à-dire qu'on connaît bien notre secteur de la formation, parce on est concentré depuis 1995 sur, les professionnels de la formation et du conseil.
On a des auditeurs dont la majorité de nos audits sont faits par des auditeurs salariés. Donc ça, vous êtes dans la formation, vous voyez bien la différence entre un salarié et un sous-traitant. Donc là, nous, on a privilégié les auditeurs salariés. Enfin, on a une plateforme qui nous permet d'être efficace, efficient, c'est-à-dire d'économiser les moyens, de ne pas avoir d'avoir un nombre de planeurs et de commerciaux qui est limité par rapport à d'autres confrères et de se concentrer sur la relation avec vous, sachant que toutes les données qu'on doit gérer quand on mène une activité de certification, les certificats, le planning, les rendez-vous, sont gérés par la plateforme. Enfin, bon, on est bien, comment dire, bien au cœur de l'écosystème de la formation, parce qu'on fait que ça depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, les certificats LEOPI forment un réseau dans lequel vous pouvez certainement vous épanouir si la formation est votre voie. Et d'ailleurs sur la partie, réseau, donc vous avez, plusieurs types d'événements qu'on organise pour, créer de la rencontre entre vous, hein. C'est important de votre activité de, trouver des synergies, des dynamiques, nouvelles. Donc vous avez, des événements digitaux comme, ce webinaire par exemple, où vous pouvez rencontrer, vos pairs, mais aussi des événements physiques. On organise, à ce titre, le prochain ICPF Networking en date du 25 septembre, je serai ravi de vous y retrouver. C'est toujours plus agréable de pouvoir échanger, en physique, de mettre un visage, sur les noms, j'espère pouvoir vous y retrouver et peut-être en tant que certifié, en fonction de votre évolution dans le parcours. Alors, on va parler aujourd'hui, hein, comme vous l'aurez compris, de la certification Qualiopi, donc resituer, au travers de l'escale à qualité, cette certification-là. Donc François, où se situe la certification Qualiopi sur, ce qu'on appelle l'escale à qualité? Alors aujourd'hui, vous, si vous assistez à ce webinaire, c'est soit pour vous informer en général sur la certification KLUPI, soit dans la majorité des cas, enfin du moins je l'espère, vous allez vous engager dans la certification KLUPI. Aujourd'hui, on peut distinguer deux groupes, des, des professionnels qui sont sortis d'un organisme ou qui ont suspendu leur activité et qui reviennent à la certification KLUPI. Donc, des personnes qui ont déjà eu la certification Calliope et qui veulent la revoir. Donc, pour eux, c'est très rapide. Ils reprennent, ils se repositionnent sur la deuxième marche où ils ont été. L'autre groupe, qui est nettement plus important, c'est des professionnels qui n'ont pas encore exercé l'activité de formation et qui se lancent dans la création d'un organisme de formation, qui se lancent dans une activité de formation. Alors, il y a en effet beaucoup plus de monde qui rentre aujourd'hui dans la formation que de sortants. La preuve en est l'augmentation continue du nombre d'organismes de formation. On atteint aujourd'hui le chiffre record de 150 000 organismes. Alors, pour ces personnes-là, la première marche, c'est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Alors, ce qui change par rapport à il y a quelques années, c'est que ce numéro de déclaration d'activité aujourd'hui ne sert pas à grand-chose. C'est un statut, c'est une marche d'attente, parce qu'en fait, les financements publics dépendent de la certification Qualiopi. Donc le NDA ne sert que si vous touchez indirectement des financements publics, c'est-à-dire que si vous êtes sous-traitant, il est obligatoire. En revanche, il n'a pas de sens aujourd'hui de l'avoir si vous voulez avoir des clients en direct. Pour ça, il faut monter sur la deuxième marche, la certification Qualiopi, qui vous permet de confirmer à vos clients qu'ils pourront demander, pas forcément obtenir, le financement public. Il y a ensuite une troisième marche qui est la, le référencement sur la plateforme de la Caisse des dépôts, sur la plateforme EDOF, et là aussi je cherche les mots exacts, l'habilitation par un certificateur professionnel pour que votre offre de formation puisse être achetée sur la plateforme EDOF
avec le CPF de votre stagiaire. Et donc là, on est sur la troisième marche. Calliope est obligatoire pour les sous-traitants et les donneurs d'ordre de cette offre. Donc on voit qu'aujourd'hui, sur cet escalier, qui est l'escalier de la qualité est drivée par le financement, ce qui pousse parfois certains à la critiquer, parce qu'on dit c'est purement administratif, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et d'autre part, c'est incontournable, parce qu'en fait, en France, les financements publics ont une telle ampleur et sont d'une telle importance que ne pas avoir cette certification vous fait apparaître comme un intervenant ponctuel de la formation et votre offre ne sera jamais pérenne et votre activité ne sera jamais pérenne. Parce qu'un jour ou l'autre, vous rencontrerez un client, un stagiaire qui veut faire financer et le défaut de certification Calliope vous pénalisera. Ensuite, il y a une quatrième et une cinquième marche, c'est quand vous voulez aller plus loin, quand vous voulez vous distinguer, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui 45 000 organismes qui ont la certification Calliope, et Calliope ne certifie pas votre expérience en tant que professionnel, et Calliope ne certifie pas la qualité de votre système de management, mais un service. Oui. C'est une certification de service. Donc là, pour aller plus loin, vous avez la quatrième marche pour vous en tant qu'intervenant ou vos intervenants, qui permet d'attester du professionnalisme et de la qualité de l'expérience des formateurs. Et la cinquième marche, certification ISO 9001 ou 21001, qui vous permet de démontrer votre qualité vis-à-vis des grands groupes et des écosystèmes qui reconnaissent et qui accordent de la valeur à cette certification. Parfois, c'est obligatoire. Hein, ou la certification ISO 21001 qui vous permet de vous faire reconnaître dans le monde entier comme un organisme de formation. Donc voilà cette voie de la qualité qu'on vous propose de suivre et qui, si vous avez évolué dans la formation depuis longtemps, vous allez retrouver une certaine logique et c'est aujourd'hui les repères principaux de la qualité de la formation que vous pouvez communiquer à vos clients. Alors par rapport à ces, 5 repères, 6 repères en comptant celle du rez-de-chaussée, je vous invite à répondre à un premier sondage qu'on a partagé, depuis l'onglet correspondant. Vous avez une notification qui est apparue en bas à droite de l'écran, et si, alors en fonction de la taille d'affichage de votre écran, vous aurez éventuellement besoin de cliquer sur, l'icône Apps qui se situe en bas à droite pour retrouver l'accès à ce sondage. Donc, je vous invite, à répondre à ce sondage pour qu'on ait une idée plus précise, des étapes dans lesquelles vous êtes dans votre démarche qualité. Alors en termes de résultats, ce qui en ressort actuellement, c'est qu'on a, en majorité, des participants engagés, déjà dans le projet de certification Calliope, et ce qui m'intéresse, alors je vous invite à détailler dans la partie chat, où est-ce que vous en êtes plus précisément dans cette, démarche-là? Savoir si la certification a déjà été obtenue ou si vous êtes plutôt en préparation, voire en prise d'information sur, ce parcours. Et après on retrouve donc, à peu près 50, donc le reste des répondants qui sont à l'étape, du NDA, donc qui ont obtenu ce numéro de déclaration d'activité ou, des participants qui sont encore en amont, de cette étape-là, qui sont au stade de l'engagement et donc qui n'ont pas encore le statut d'organisme aujourd'hui, en tant que professionnels. Merci pour vos résultats. Je vous invite à rester, attentifs aux prochains que vous allez, recevoir d'ici quelques instants. Alors pour, avancer donc sur, cette, 2e marche de la certification Calliope, quels sont les 1ers, constats que l'on peut faire, François, au niveau du contexte du marché? 2019-2020, ceux qui se sont engagés dans Calliope, c'était les organismes de formation qui étaient déjà très engagés dans la formation et ceux qui percevaient déjà les financements publics dans leur majorité et qui n'avaient pas le choix pour pouvoir continuer à percevoir ces financements. Et donc, ça a duré jusqu'à fin 2021. En fait, c'est 2019 et 2021, parce que la deadline, c'était 2021. Ça a été prolongé à cause du Covid. Donc, on peut dire que là, on a tous les acteurs majeurs se sont certifiés.
Depuis, il y a eu une année de transition 2022. Depuis 2023, on a vu arriver un volume qu'on ne prévoyait pas complètement, mais un volume important de nombre d'organismes de formation, de nouveaux entrants. C'est-à-dire que la loi, heu, la réforme, pour ce qu'elle a fait sur les CFA, pour ce qu'elle a fait sur le bilan de compétences, pour ce qu'elle a fait pour les organismes de formation, a contrairement aux idées reçues et ce qu'on peut lire, sur, les réseaux sociaux, a contribué à la création d'un nombre extrêmement important d'organismes de formation. Et donc, ce qui fait que le nombre d'organismes de formation augmente sans cesse. Alors, le nombre d'organismes de formation non certifiés Calliope augmente plus vite que le nombre de certifiés Calliope, mais il est fort à penser que ces nombres d'organismes de formation non certifiés Calliope, s'il le fait, c'est il y a une vocation, il y a une idée un jour d'être certifié Calliope, puisque le numéro de déclaration d'activité en tant que tel n'apporte rien. La dépense nationale en formation professionnelle, donc c'est la dépense, hein, donc dedans il y a la rémunération des personnes formées. La dépense nationale est très importante et là aussi les effets de la réforme qui a, fait en sorte qu'un certain nombre d'entreprises ne cotisent plus, ont été, largement compensés par, le fait que, l'URSSAF qui perçoit aujourd'hui les cotisations et bon, on aurait pu s'y attendre, a une capacité supérieure à recueillir des contributions qu'un OPCO. C'est-à-dire qu'ils ont perçu plus que ce qui était prévu et ce que faisaient les OPCO. Donc là, du coup, on a plus d'argent à dépenser. Alors, 2024-2025, là, il y a une stagnation des budgets, ça augmente moins. Mais on voit, nous, on voit, il y a un nombre d'acteurs qui apparaît sans cesse. Ce qui change aussi, c'est qu'on passe aujourd'hui, et c'est ce qui détermine Calliope, c'est les exigences des clients. C'est-à-dire qu'on voit que les salariés français, les entreprises sont de plus en plus exigeantes en termes de formation. C'est un phénomène mondial. Il n'y a pas qu'en France que ça arrive. Donc en France, on a une réponse particulière puisque on finance de manière très importante la formation. Mais ce qui a changé, c'est que les clients sont de plus en plus exigeants et avoir Calliope est une chose, mais il faut trouver des clients fidèles et ça, c'en est une autre. Mais aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent, sur ce secteur étant très important, hem, si c'était un secteur complètement sinistré sur lequel il y a aucun débouché et si ça ne marchait pas, il n'y aurait pas autant de personnes qui s'engagent dans la formation professionnelle aujourd'hui. Alors, lorsqu'on a ensuite, le projet d'obtenir la certification Qualiopi, on se heurte, on va dire, à plusieurs idées reçues. On en a identifié 4 principales. Qu'est-ce qu'on peut entendre, François, au sujet de la certification lorsqu'on veut, l'obtenir? Alors là, j'ai, je me demande ce qu'il y a comme slide. Après, j'ai oublié, mais j'espère que je ne vais pas répondre, je ne vais pas cramer ton prochain slide. Bon, l'idée reçue numéro un, que là aussi vous avez, un post, par jour, sur LinkedIn sur le sujet, c'est, «J'abandonne Calliope». Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, dans la formation, d'abord, il y a un constat, c'est que le nombre d'OF certifiés augmente tous les mois, donc il ne baisse pas, hein. Donc il y a des entrées, des sorties, donc il y a plus d'entrées que de sorties. Ça, c'est factuel. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la marque Calliope est très connue et donc aujourd'hui, faire un post avec, le Calliope dedans, c'est vu, c'est liké et faire un post qui critique Calliope, c'est vu, c'est liké. Donc on peut s'offrir ce luxe, de temps en temps, une fois, c'est de dire, je quitte avec fracas, Calliope, donc ça fait du buzz, mais des marques comme BMW, elles connaissent ça, voilà, ma BMW est au garage depuis, 6 mois, BMW est incapable de la rattraper, de la réparer, donc ça aussi, c'est des posts qui font des sur LinkedIn ou sur Facebook des dizaines de milliers de vues, parce que la marque est très attractive et ça fait, ça attire le regard de dire: «Tiens, on critique, BMW ou tiens, on critique Calliope». Donc ça, mais l'idée reçue, elle est fausse. Le nombre d'OF certifiés augmente tous les mois. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'abandon de Calliope. Il y a un certain nombre de clients qui abandonnent, mais comme je vous le dis, c'est des nouveaux entrants et en fait, ce qui n'a pas marché, c'est leur activité de formation en tant que telle. Ils n'ont pas trouvé de clients.
Voilà, mais Calliope n'est pas en cause. L'idée reçue numéro 2, c'est qu'il est impossible d'obtenir Calliope sans se faire accompagner. Donc vous avez environ, en France, entre 400 et 1000 consultants Calliope qui passent leur journée, enfin certains travaillent beaucoup, voilà, et d'autres, ont beaucoup de temps à passer sur les réseaux sociaux, à chercher des clients et donc communiquent sans cesse sur, alors il y a 2 moyens de communiquer. C'est d'une part, bah, vous relayez les décrets et les arrêtés ou les projets du gouvernement qui sont nombreux puisque ça évolue, sans cesse, même si, on a aujourd'hui une stabilité, on y reviendra, hein, une stabilité complète, mais le système s'améliore, ce qui est normal. Alors chaque fois qu'il y a un décret ou un arrêté, on publie, on interprète et le message, essentiel qu'ils font passer, c'est qu'il est impossible d'obtenir Calliope sans être accompagné. Alors nous, on a fait un sondage. Alors ce sondage m'a même, trompé moi-même parce qu'en 2020, 2021, 2022, 2023, on avait fait le même sondage et c'était 83. Et j'avais fait l'inférence, donc vous voyez, même moi je suis influencé, je me dis: «Maintenant il y a de plus en plus de nouveaux entrants et donc ce pourcentage a dû baisser». C'est-à-dire que doit y avoir moins de 83 des organismes qui déclarent se faire accompagner. Surtout quand on lit, ce qui se passe sur, les réseaux sociaux où tous les jours, il y a un consultant qui communique sur l'accompagnement et la nécessité d'être bien accompagné. Bon, bah, il s'avère que la statistique qu'on a fait, ce nombre il a diminué, c'est-à-dire que maintenant c'est plus 83, c'est 86. Donc seuls 14 des organismes obtiennent la certification, heu en étant accompagnés, sachant qu'il est, il est obligatoire chez nous de déclarer l'accompagnateur. L'idée reçue numéro 3, c'est Calliope, c'est difficile. Alors, c'est difficile, oui, mais en fait, dans les faits, tout le monde l'a. Ce qui, c'est l'abandon, le 1 c'est les abandons. On refuse très rarement, la certification Calliope. Pourquoi? Parce que, la certification Calliope, c'est un travail d'élaboration, de se mettre à niveau de standards qualité qui sont basiques et qui constituent aujourd'hui le seul socle, je dirais, organisationnel d'un organisme de formation. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous, c'est que votre organisme est vraiment pas à même de réaliser la prestation, complète, y compris les aspects administratifs, logistiques, voilà. Vous pouvez peut-être, faire apprendre quelque chose à quelqu'un en étant en face à face dans un contexte, complètement non formel, mais faire de la formation professionnelle, ça veut dire, ça implique quand même un certain nombre heu, de process qui sont décrits dans Calliope et aujourd'hui le standard, c'est Calliope. Le bilan de compétences, par exemple, qui était une activité très normée et alors pour le coup normée de manière très administrative avant Calliope, il y a eu une simplification qui a été opérée et aujourd'hui la seule norme pour conduire une activité de bilan de compétences, certains experts du bilan de compétences considèrent que c'est pas assez d'ailleurs, la s et le seul référentiel aujourd'hui pour faire du bilan de compétences, référentiel, je dirais, réglementaire et qualité, c'est Calliope. Et ce qui a d'ailleurs permis à un grand nombre de bilans de compétences, d'organismes de bilan de compétences de se créer et à certains de connaître des réussites très rapides. Idée reçue numéro 4, c'est inutile. Alors, c'est pas parce que vous avez, heu, je dirais, hem, Calliope que les clients vont affluer. Parce que tous les organismes, enfin 45 000 organismes ont Calliope. En revanche, à partir du moment où vous trouvez un client, Calliope le rassure et Calliope lui permet de demander le financement et là, c'est une attente forte qu'il y a de lui et vous, ça vous permet aussi de vous organiser dans votre qualité. Ce qui est le fait, c'est que les dépenses en formation, en fait, continuent à augmenter. Alors on verra si dans les années qui viennent ça baisse, mais pour l'instant ça continue à augmenter. Il y a certains ajustements qui sont faits en ce moment, notamment sur l'apprentissage, mais la dépense avait, on est sur un dépassement de budget sur le gouvernement s'attendait, enfin les gouvernements successifs
s'attendait absolument pas à ce que les dépenses d'apprentissage, consacrées à l'apprentissage atteignent un tel niveau. Alors ces budgets de formation d'ailleurs, sont, enfin il y a 2 pour vous repérer, hein. D'abord, aucun professionnel va dire à un moment: «Oui, oui, c'est assez». Le jeu et l'enjeu, c'est de dire que c'est pas assez, qu'il vaut mieux, voilà et l'autre, repère, c'est qu'en fait, ces dépenses, ces fonds publics se répartissent, hein. 80 des organismes, en n'en perçoivent que 20 et 20 en perçoivent 80. Mais ça irrigue tout un ensemble d'organismes de formation et surtout c'est conditionné par, enfin la condition essentielle, c'est que le stagiaire ou l'entreprise sait qu'elle peut demander le financement. Voilà. On a une, 1re réaction de Camille, sur, la notion de difficulté, qui indique que cette difficulté réside dans le fait de comprendre les attendus des différents indicateurs, et elle demande s'il y a une liste de preuves à apporter pour chacun de ces indicateurs-là. Alors oui, en fait, la liste de preuves, enfin chaque indicateur, si vous avez on va y arriver, hein, il y a le guide du référentiel national qualité et il y a une liste de preuves possibles, hem, pour chaque indicateur. Voilà. Alors après, il est clair que vous allez, il faut organiser votre activité, voir comment vous allez, effectuer les différentes phases et trouver les preuves ou le type de preuve qui va être le plus, conforme au déroulement, efficient de votre activité. C'est ça le challenge, voilà de Cadupi, c'est de trouver, voilà la preuve, c'est un type de preuve, c'est une nature de preuve, mais c'est pas un document tout fait. Alors certains, inconscients demandent des documents tout faits, mais ça reviendrait à standardiser complètement la formation professionnelle et c'est pas du tout l'objectif. Il faut que chacun puisse démontrer que son système est performant et avant tout, il faut un système qui vous correspond et qui correspond à ce que vous voulez faire, à la catégorie de stagiaires à laquelle vous vous adressez. Bon, par exemple, si vous faites le questionnaire de satisfaction. Le questionnaire de satisfaction, en fonction du type de public, les questions, la manière dont sont libellées les questions doit être différente. Si vous vous adressez à des demandeurs d'emploi dont le français n'est pas la langue maternelle, vous n'allez pas utiliser le mot, stratégie pédagogique. Si vous vous adressez à des cadres, vous pouvez utiliser le terme, enfin des cadres supérieurs d'ailleurs, vous pouvez utiliser le terme stratégie pédagogique et demander l'opinion de votre stagiaire sur la stratégie pédagogique. Donc tout ça pour dire, cet exemple pour vous dire que en fonction de votre cible, en fonction de ce que vous voulez faire, de la nature des formations que votre organisme, effectue, vous devez adapter le système documentaire et donc la liste des preuves. Ouais, Camille indique qu'elle a l'impression que certains indicateurs demandent des documents déjà utilisés pour d'autres indicateurs, qui donc, Oui, c'est exact. En fait, il y a des recoupements, c'est-à-dire, une preuve, un document peut servir à démontrer la satisfaction de plusieurs indicateurs. C'est possible, i la l'audit qualité et le dossier de certification, le dossier de preuve que vous allez monter, c'est pas de la littérature. La redite est parfois nécessaire et n'est pas, pénalisée. C'est pas parce que vous avez utilisé plusieurs fois la même preuve que vous allez être pénalisé. Au contraire, si, on a le même cas, vous savez, quand vous faites un dossier de VAE, c'est pour ceux qui ont fait des dossiers de VAE, qui sont accompagnateurs de VAE, vous avez le dossier de VAE qui peut faire jusqu'à 500 pages, voire plus et là-dedans, on va traiter des thèmes et on sait que, parmi l'équipe d'évaluateurs, il y en a un qui va regarder telle partie. Donc on va recommander dans certains cas hem, de tout mettre au niveau de la partie, enfin de mettre les éléments essentiels dans une partie, quitte à ce que si la personne, ce qui est très rare, hein, la personne qui va lire l'intégralité du dossier, donc un dossier de 500 pages, pas toujours lu en entier ou tout au moins pas tout à fait maîtrisé. Donc on va avoir des redites parce qu'on sait que cette partie-là va être regardée spécifiquement par tel, voilà. Alors, peut-être pas très clair ce que j'ai dit, mais vous avez la liste des critères et donc là, le fait de remettre des preuves différentes,
qui ont déjà été utilisées, qui soient différentes, n'a pas de sens. Vous pouvez utiliser la même preuve. En tout cas, l'exemple a été compris par Centre Excellence Pro Oui, voilà, qui c'est je acquiesce. je je j'intuite du fait que certains d'entre vous, connaissent parfaitement et certainement mieux que moi, la VAE, moi je suis un qualiticien, donc j'ai tout survolé sous l'angle de la qualité, mais je n'ai jamais effectué. Alors pour revenir sur le projet de certification Qualiopi, on a identifié 7 raisons qui mènent aujourd'hui un organisme à se lancer dans cette aventure de la certification. Donc 7 raisons qui sont les réponses de nos clients, hein, puisque dans notre parcours de certification, on sonde aussi nos clients, on leur demande des retours de satisfaction et l'un de ces questionnaires pose la question sur l'engagement. Donc, quelles sont les 7 raisons qui ressortent le plus, François, sur ce projet de certification Qualiopi? Alors vous avez, pour par rapport à toute situation, il y a une double lecture, possible. Il y a une lecture, négative, critique et il y a une lecture positive. Donc là, on va faire la lecture positive. Voilà. Alors la lecture positive, c'est qu'en fait, Calliope, comment ça a été fait? Ben, on a réuni, tous les partenaires sociaux, les syndicats de salariés, les, représentants des entreprises. On a réuni, heu, tous les ministères, la défense, l'économie, les sports, voilà. On a réuni, les fédérations d'organismes de formation professionnelle, les syndicats de formateurs et sous l'égide de ce qui allait devenir, France compétences, un référentiel a été conçu, un référentiel de service et qui en fait est l'expression des besoins, des exigences des salariés, c'est-à-dire des clients. Donc Calubi, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un consensus, ça a été rédigé sous forme de consensus. Donc en répondant aux exigences Calliope, vous répondez aux exigences des clients. Alors, pourquoi on n'a pas demandé l'avis directement aux stagiaires? Parce que il s'agit d'un service complexe et de la même façon que les hôpitaux, on vous écoute, mais quelquefois c'est pas le sujet, hein, quand, vous avez un cancer, peut-être que vous ne le savez pas, mais le médecin le sait et on ne va pas écouter, c'est pas un hôtel quoi. Donc si vous n'êtes pas content de la chambre, de votre voisin, le médecin, et d'ailleurs c'est ce que vous souhaitez au fond de vous-même, c'est qu'il s'occupe de ce que vous avez et pas forcément de votre bien-être. Voilà. Et l'hôpital, le mieux, c'est de sortir le plus vite possible. Bon, la formation, c'est pas tout à fait pareil, mais on peut estimer qu'un stagiaire n'est pas toujours en mesure d'apprécier, de définir des critères qualité et d'apprécier la qualité de la prestation. À plus forte raison un apprenti, à plus forte raison le fait que, bah, comme l'hôpital, enfin c'est ce que je vous souhaite, hein, enfin à l'hôpital, c'est même mieux de ne jamais y aller. En revanche, la formation, vaut mieux y aller une fois dans sa vie, alors peut-être plusieurs fois, mais en aucun cas on va y rester tout le temps, enfin sauf si on est prof ou formateur. Mais en tant que stagiaire, on anticipe le fait que avant d'entrer en formation, on a un certain, niveau d'épanouissement et quand on en sort, on a un niveau d'épanouissement supérieur et que si on va se former, je dirais sur une carrière de 42 ou 44 ans, 3 ou 4 fois sur une période longue dans sa vie, c'est déjà pas mal et on ne va pas y aller tous les jours. Voilà. Donc comme on est dans un flux, hem, on n'est pas forcément à même, à un instant donné, d'apprécier la qualité de la formation. C'est pas comme un restaurant où on peut revenir. Le restaurant, on peut revenir. Vous voyez, le centre de formation, vous avez fait un master 2 en apprentissage, vous avez eu votre master 2, mais vous n'êtes pas satisfait, vous n'allez pas refaire un master en disant: «Bon OK, je vous ai donné une chance, je vais vous redonner une chance». Non, ça c'est pas possible. Vous voyez, formation management, c'est pareil, vous n'allez pas la refaire. Voilà. Bon, certains professionnels comme moi ou comme vous, certains d'entre vous, il y a des formations qu'on a refait. Mais enfin moi, j'ai refait des formations mais on est des professionnels, donc on dit: «Tiens, cette formation, je vais la refaire pour voir comment ça se passe, pour approfondir et cetera». C'est extrêmement rare qu'un stagiaire, un salarié refasse une formation, redonne une chance à l'organisme. Voilà. Donc on répond à l'exigence des clients. Le deuxième, c'est que le client, effectivement, il s'engage dans un flux. Alors qu'est-ce qu'il a comme indicateur aujourd'hui? Bah, il a le prix de la formation. C'est ça qui est un peu pénalisant je trouve et un peu dommage sur,
La plateforme head-off, c'est qu'il a le prix. Donc, il a le prix de l'information. Donc, si c'est dans mon budget, j'y vais. Si c'est moins cher, bah, j'y vais pas parce que j'ai plus de budget. Et si c'est au-dessus de mon budget, j'y vais pas. Ça manque d'indicateurs qualité pour y aller. Et par contre, le fait d'avoir Calliope, alors sur la plupart sur Head-Off, bah, Calliope, c'est indispensable. C'est rassurant pour le financeur et c'est rassurant pour le stagiaire. Voilà. Quand c'est une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, qu'elle fasse financer ou pas, elle va privilégier un Calliope. Alors, après, et c'est ça qui est le plus important de bien comprendre dans la formation, en fait, ce que vous offrez à vos clients, c'est la possibilité de demander. Toutes les entreprises, tous les salariés, ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que on va pas, ils n'auront pas toujours satisfaction de leur demande de financement. C'est-à-dire qu'en France, la croyance profonde et générale, c'est qu'il faut demander le financement, parce que si on l'obtient, c'est mieux. Alors après, vous avez des personnes qui ils obtiennent le financement, mais en fait, ils ne veulent pas faire la formation, ils voudraient récupérer l'argent, mais c'est une minorité, mais ça existe. C'est pour ça qu'il y a de la fraude depuis le début, c'est que la vraie fraude, c'est qu'en fait, le stagiaire ou l'entreprise, elle est complice de l'organisme de formation, voire demandeuse de récupérer l'argent et de se le partager d'une manière ou de l'autre. Ça, c'est ou de l'affecter à d'autres dépenses. Ça, c'est la fraude. Voilà, c'est ça. Et puis, vous avez le, comment dire, le stagiaire qui, en fait, va se décourager, va abandonner, va changer d'avis, l'entreprise qui va changer d'avis. Et là, comme on enclenche des process un peu compliqués, c'est parfois rageant pour l'entreprise parce que le financement est acquis, mais la formation n'est pas suivie. Donc, le financement est un art délicat et il y a la stratégie de certains organismes qui font 100% de financement, ce qui est risqué, mais quand ça marche et qu'on a une demande, un flux, bah, c'est comment dire, sécurisant. Vous avez la stratégie qui consiste à ne pas prendre des financements, ça existe, il y en a qui ne financent pas, il faut payer de sa poche. Et il y a une stratégie qui consiste à faire un mix, c'est-à-dire que je vais demander le financement ou le financement public ou pas, et je vais demander des compléments par rapport au financement public et les obtenir. Voilà. Bon, certains ne font pas ça, mais ça existe ou c'est mixte. Vous avez une partie, vous payez de votre poche, et une partie, c'est le financement public. Quand c'est possible, parce que dans certains cas, ce n'est pas possible. Alors après, Calliope permet aussi de se positionner sur des appels d'offres. Ça vous permet de trouver des nouveaux clients parce que vous êtes sélectionné, vous êtes Calliope, ok, on vous reçoit. Dans certains cas, ça vous permet de continuer à travailler en tant que sous-traitant. La sous-traitance, on n'a pas de slide dédié à la Si, on sous-traitance. en a Si, une, voilà, donc oui. j'en reparlais tout à l'heure, mais dans certains cas, Calliope vous permet alors notamment sur les formations financées par le CPF, le sous-traitant doit obligatoirement, sous peine de déréférencement, être certifié Calliope. Alors enfin, vous intégrez un réseau de professionnels, on voit des cohortes d'organismes qui arrivent par paquet de 20 ou 30 et ils échangent entre eux, on les voit, ils se rencontrent lors de nos événements, ils se retrouvent après, ils se réunissent à Toulouse, on a un groupe à Toulouse qui se réunit régulièrement de certifiés Calliope. Et enfin, ça permet de démontrer ou de savoir que votre activité, elle est sous contrôle. Ces audits tous les 18 mois, la surveillance qu'on exerce vous donne de l'information. C'est ça qu'il faut utiliser parce que vous savez où vous en êtes par rapport aux indicateurs. Alors concernant le sondage, nous avons pu récupérer, les résultats. Merci aux personnes ont répondu. J'invite, les autres à pouvoir le faire, si vous avez donc la notification en bas à droite de l'écran. Donc en termes de résultats, on retrouve en tête à 24 la raison d'accéder au financement. En deuxième position, à 21 le fait de valoriser la qualité de l'organisme et en troisième, à égalité d'ailleurs, sur 2 raisons, le fait de pouvoir répondre à des appels d'offres ou encore de trouver de nouveaux clients. Moi, je vois que Thomas est très bavard et qu'il faut qu'on accélère parce que le timing, Oui, c'est incroyable parce que tu peux être long, c'est fou ça, je hein. parle beaucoup, c'est Tu vrai, n'arrêtes je pas de pense parler, c'est que bon, hein. c'est le webinaire où on va, je Bon, pense, ça parler s'est le plus amélioré tard là, sur cette slide.
sur certains webinaires, on s'était amélioré et là, je vois que tu reprends, tu es à nouveau animé par la passion de la qualité de la formation et c'est trop long. On Alors Calliope, qu'est-ce que c'est? Bon, je l'ai dit, hein, certification qui appartient au ministère du Travail, Calliope, c'est une marque, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Donc vous ne pouvez pas créer un nom, un site internet dans lequel il y a le mot Calliope, vous ne pouvez pas le traiter. Ils ont un système qui détecte le site et ils envoient un signalement et ils font fermer le site. Voilà. Alors c'est obligatoire pour faire bénéficier vos clients de fonds publics ou mutualisés. Alors ça, c'est un point qui évolue. On va le voir avec, voilà, puisque pour les enseignements supérieurs, c'est obligatoire, quel que soit le financement. C'est-à-dire qu'un établissement d'enseignement supérieur qui amène à un titre inscrit au RNCP devra avoir Calliope, même s'il ne touche pas de fonds publics. Ça, c'est un infléchissement majeur. Voilà. La certification, elle est délivrée sur un cycle renouvelable de 3 ans. Donc, ce n'est pas un diplôme, hein, c'est un titre qui je dirais, s'entretient, se maintient, se conserve, n'est pas acquis. Et elle atteste la conformité à ce référentiel que vous avez devant vous, que vous pouvez télécharger. Et vous avez un document annexe qui permet de traiter les parties spécifiques. Alors, pour ne rien vous cacher, nous, ce guide, c'est un, un outil de travail, hein, on l'interprète en permanence, on y revient, et les questions-réponses, c'est plus à destination du certificateur que du client. Voilà. de documents que vous retrouvez Alors, comme je sur l'ai internet. entendu tout à l'heure, Mmh. le vocabulaire, le paradigme de la formation est, est, est décrit dans ce guide de lecture. Le vocabulaire est très, très important. Ce vocabulaire a été très facilement accessible pour les organismes qui étaient bien implantés sur le secteur, qui sont certifiés jusqu'en 2021-2022. Et alors, pour les nouveaux entrants, c'est le vocabulaire à acquérir. Mais là, on n'est pas dans la difficulté d'avoir Calliope. On est dans la difficulté d'intégrer un nouveau marché, de se professionnaliser. Alors, Liliane, non, on n'est pas audité chaque année, j'aimerais bien ça. Mais non, non, c'est tous les 18 mois en fait. Voilà. C'est un cycle de 3 ans, mais on y revient tout à l'heure, hein, voilà. C'est un cycle de 3 ans, mais il y a un audit tous les 18 mois. Oui. Donc concernant le référentiel national des qualités, à quoi correspond-il et comment est-ce qu'il est organisé? Alors, l'abstraction, on a voulu faire un processus, donc un processus, on l'a séparé en activités essentielles, hein, ils appellent ça des critères. Donc il y a 7 critères, donc l'accueil et l'information du public, donc comment je me fais connaître et comment je vais accueillir mon public, mes clients. L'analyse des besoins, la conception de l'offre, la mise en œuvre de la formation, le suivi des participants, l'évaluation des acquis et l'amélioration continue. Donc on a envoyé un processus logique avec un certain nombre d'indicateurs. Alors alors aujourd'hui, c'est la feuille blanche, la feuille blanche de votre activité de formation. Si vous partez de zéro, elle va se faire en fonction de ce référentiel. Vous allez, oui, vous allez aujourd'hui, pourquoi c'est si facile de créer un organisme de formation? Parce qu'ils prennent le référentiel Calliope, ils disent: «Bah, là, voilà les points essentiels que je dois traiter». Et un référentiel qui s'applique, à plusieurs types, d'activités. On a aujourd'hui 4 catégories dans lesquelles, peuvent s'intégrer le référentiel. Quelles sont ces différentes activités? Alors vous avez de droite à gauche le CFA, hein, Centre de formation d'apprentis. La loi a créé le CFA d'entreprise et donc le Calliope accompagne le bouleversement que connaît l'activité de l'apprentissage, c'est-à-dire une multiplication par 2 du nombre d'apprentis. Donc on approche le million d'apprentis. Et avec plusieurs phénomènes, c'est-à-dire la création de CFA d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises pas forcément importantes créent des CFA. Donc nous, on a un client qui est une, grande marque de fast-food qui a créé 20 ou 30 CFA. Hein. On a des entreprises à taille humaine qui créent des CFA, voilà. Et vous avez alors pas forcément d'ailleurs des grands centres de formation, et vous avez
des géants comme le groupe Galileo, qui est aussi notre client, qui lui a 75 écoles et qui ont fait certifier leur activité en apprentissage. Toutes les grandes écoles françaises font maintenant des Master 2 en apprentissage. Voilà. Donc l'apprentissage, ça c'est vraiment le secteur dans lequel il y a le plus d'argent et c'est le secteur qui demande le plus d'organisation parce que bon, il faut organiser un flux d'apprentis, il faut organiser un flux de demandes d'apprentis venant d'entreprises, voilà, et gérer comment dire, une école avec la formation des apprentis. Donc c'est un système complexe à construire. Après, vous avez l'accompagnateur VAE dont on parle beaucoup et qui est on l'a mis sous les fourches de Calliope pour ne plus s'en occuper et essayer l'objectif, ça ne fonctionne pas encore complètement, mais c'est de permettre à des salariés, à des demandeurs d'emploi de, de trouver le niveau de le niveau de diplôme qu'ils méritent et de valoriser les acquis de leurs expériences, de transformer de l'expérience en diplôme. Voilà. Donc là, c'est pas là qu'on a le maximum de nos clients, parce que c'est une activité qui, comment dire, a du mal à se développer. Voilà. Parce qu'en fait, il faut travailler avec les propriétaires des diplômes, et c'est peut-être là où c'est pas facile pour quelqu'un qui a enfin, une école, une université, de décerner des diplômes comme ça sur cette base-là, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, vous avez les centres de bilan de compétences où là, on a dérégulé en quelque sorte, et on a la seule régulation aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Calliope. Alors là, ça a vu un boom sur cette activité et notamment la création de nouveaux centres de bilan de compétences qui atteignent des chiffres d'affaires très élevés. Et enfin, bah, l'organisme de formation qui regroupe le, le nombre le plus important de certifiés aujourd'hui. Alors après, vous avez dans la distinction, vous avez des activités de formation principales. L'organisme euh, l'organisme de formation, c'est son activité principale, ou secondaire, c'est-à-dire c'est une auto-école qui fait de la formation professionnelle, c'est un éditeur de logiciels qui fait de la formation. Voilà, c'est la distinction qu'on peut avoir après. Et vous avez la cinquième catégorie qui est le sous-traitant qu'on va voir bientôt. Oui, tout de suite, Et ben même voilà, voilà. voilà, habile transition. Voilà. Donc là, alors où est-ce qu'on en est très précisément sur cette partie-là? Depuis quelques semaines, les organismes de formation, les donneurs d'ordre qui sont référencés sur HeadOff doivent déclarer leurs sous-traitants. C'est-à-dire qu'ils doivent saisir des documents dans lesquels ils démontrent que leurs sous-traitants seront certifiés Calliope. Donc ça pose problème parce que beaucoup n'ont pas encore engagé euh, les sous-traitants dans la certification. Nous, on s'en rendrait compte. Voilà. Mais le mouvement maintenant s'amorce et ça va rentrer dans l'ordre progressivement. Voilà. En fait, l'obligation, elle concerne les sous-traitants, sauf s'ils sont auto-entrepreneurs avec un CA inférieur à 77 700 euros. Alors, plus de manière vue d'avion, en fait, il y a un autre mouvement qui pousse à la certification des sous-traitants, c'est que jusqu'à présent, l'équilibre entre le donneur d'ordre et son sous-traitant en formation professionnelle se faisait sur la base du fait que le donneur d'ordre prenait en charge la certification, le référencement, et le sous-traitant généralement ne voulait pas, pour différentes raisons, s'en occuper. Et là, c'était l'équilibre. Ce qui fait que cette mesure a pris de court les donneurs d'ordre parce qu'en en fait, ils avaient déjà eu beaucoup de mal dans la majorité à obtenir que le sous-traitant prenne un NDA. Alors à 4 500 € d'amende par sous-traitant sans NDA, la pédagogie a fait son œuvre quand la DRETS a commencé à faire il y a 5 ans des premiers je dirais, avertissements. Voilà, donc là, ils s'y sont mis. Et là, sur Calliope, c'est un peu pareil. Ils attendent de la sanction, on dirait, pour qu'ils engagent. Voilà, mais c'est pas facile parce que c'est pas la culture. Vous voyez, c'est quand vous êtes sous-traitant, en fait, vous attendez de votre donneur d'ordre qu'ils prennent tout ça à sa charge.
et la certification Calliope, comme elle est finalement assez peu centrée sur l'acte en lui-même de formation. Elle apparaît pas comme étant très pertinente pour le sous-traitant, souvent à tort, parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre vous le savent ou vont l'apprendre, la sous-traitance en formation aujourd'hui mène à tout à condition d'en sortir. Donc c'est assez rare que on garde le statut de sous-traitant pendant 20 ou 30 ans. C'est rare. Généralement, c'est 4-5 ans, et puis après, on commence à développer une clientèle en direct. Voilà, donc on va être sous-traitant en début de carrière ou en fin de carrière quand on veut plus s'embêter et puis intervenir, se retirer progressivement du marché. Mais quand on est, je dirais, en pleine action et qu'on veut développer sa structure, euh, la sous-traitance n'est pas, n'est pas souhaitable. Voilà, il faut avoir les clients directs. On facture plus et c'est plus épanouissant. Une question relative Alors, aussi, la question qui tue est ouais, si les exactement. sous-traitants sont domiciliés à l'international. Eh ben, la réponse c'est un point sur lequel on est depuis 2 ans. Ben, la réponse, c'est qu'en fait, ces sous-traitants doivent être certifiés Calliope, donc ils doivent trouver un représentant et passer la certification Calliope pour le compte de ce représentant. Oui. Et c'est pas si simple. Voilà, de ce que mon interprétation de ma compréhension, je dirais, de cette situation qui, ça fait 2 ans que ça dure, c'est qu'en fait, le ministère du Travail n'a pas de ressources à consacrer pour que les financements de formation aillent à l'étranger. Et donc, en fait, ils font en sorte que ce soit compliqué, ce qui fait qu'on a certains certifiés qui sont belges ou anglais qui arrivent, mais si vous voulez sous-traiter des formations langues à des Indiens ou à des Pakistanais ou à des Chinois à 10 € de l'heure, c'est clair que le ministère du Travail et les fonds publics vont pas vous aider. Voilà. Enfin, c'est certainement parce que certains d'entre vous veulent le faire, mais je pense qu'il y a déjà suffisamment de problèmes avec la fraude pour qu'on ouvre cette fenêtre-là. Et donc là, le ministère a décidé de fermer cette fenêtre. Et alors, qui pourrait être le représentant? L'OF, par exemple. Euh, alors, les cas où, alors, il peut y avoir des mandataires, c'est-à-dire qu'ils trouvent un autre OF, voilà, qui va se faire être mandataire, qui va avoir le NDA et la certif. Et, et, et c'est voilà. Mais en fait, pour être tout à fait transparent, j'ai pas de solution. Mmh. C'est une question qui est assez floue encore, donc c'est la Voilà. réponse qu'on a aujourd'hui, c'est que lorsque le sous-traitant est à l'étranger, il doit lui aussi, être, certifié Qualiopi au travers de son organisme. Mais après dans les situations en effet où, il ne parlerait pas la même langue, ça c'est un sujet que ne précise pas le référentiel. Bon, même si nous, dans nos clients, on a des clients qui sont basés, en Angleterre ou peut-être même en Espagne et donc là, on a des auditeurs, qui, parlent la langue, on peut le faire. Et pour avoir d'autres réponses, on fait appel à la DGFP au cas par cas pour, avoir les explicitations. Oui, c'est un sujet que nous, on ne sait pas traiter. Enfin, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faut un NDA et là, on va donner une certification Calliope. Donc, votre formateur doit avoir un NDA. Voilà. Bon, globalement, moi, ce que je comprends, parce que il aurait pu, le ministère du Travail ne veut absolument pas faciliter la vie et la Caisse des dépôts non plus, à des formateurs qui viennent de l'étranger. Alors après, enfin, on a le cas des formations langues avec des formateurs anglais qui sont un peu partout. Et là, on est dans le cas un cas qui touche un nombre certain d'organismes de formation aux langues qui ont recours à ça de temps en temps. Et après, on a le cas d'experts qui, eux, sont sollicités par leurs clients pour le financement. Alors, généralement, dans la majorité des cas, ils trouvent une autre solution. Voilà, parce que c'est avoir Calliope, à quelques exceptions près, on a un Suisse, un Canadien, un
un Belge qui se sont organisés et ça tourne et ils conservent leur certification. Et après, vous avez des grandes entreprises où là, effectivement, qui ont en fait des filiales un peu partout et souvent, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils étaient le représentant en France. Voilà, on a un client, c'est un grand dans le domaine linguistique et, euh, et lui, en fait, c'est un groupe. Voilà, mais lui, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il était le représentant. Donc lui, il n'avait pas de souci à se faire. Voilà. C'est-à-dire si vous avez eu un pignon sur rue en France et des salariés de votre groupe qui sont, je sais pas, en Espagne, bah, évidemment, vous êtes leur représentant et donc ça rentre pas en ligne de compte. Et plus récemment, au niveau des décrets, des lois à venir, une actualité sur, l'obligation de certification Qualiopi pour les d'autres types d'établissements. Qu'est-ce qui se passe, François, à ce niveau-là? Alors, ça s'est fait en 2 temps. Tout d'abord, alors parce que là, ça concerne un autre ministère, le ministère de l'éducation et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et dans un premier temps, le projet a été formulé de faire une sorte de certification concurrente ou distincte de Calliope. Et donc, il y a eu des discussions pendant 1 an. Et le ministre de l'Éducation a tranché il y a quelques mois en disant non, euh, on va adapter Calliope et ces organismes se feront certifier Calliope. Alors ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous, certificateurs, et c'est une bonne nouvelle pour vous aussi parce que enfin pour ceux qui ont la certification Calliope, parce que ça donne plus de poids à la certification et ça montre que l'État capitalise sur ce dispositif. Bon, il y a déjà 44 000 certifiés, donc vous pensez bien que quand il y a 44 000 certifiés qui ont payé 1500, entre 1000 et 1500 euros pour avoir la certification, qui font des audits de surveillance et de renouvellement, l'État ne va pas leur dire, ben voilà, il n'y a plus de Calliope, tout le monde se débrouille. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Il faut indemniser les certifiés, il faut changer de système, il faut revenir, on ne sait pas trop où aller. Donc, ça, maintenant, ça montre bien que la certification Calliope est ancrée dans le paysage pour un bon moment. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, cette extension va concerner l'apprentissage, où les critères vont être durcis, les exigences vont être augmentées, et ça va concerner aussi toutes les formations qui mènent à un titre RNCP. Et là, personne ne l'a vu comme ça, c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de commentateurs, mais personne n'a vu l'infléchissement, c'est quelle que soit la source de financement. C'est-à-dire que là, on est dans une dimension complètement différente et ça veut dire qu'en fait, alors, pourquoi on fait ça? Parce on veut défendre les parents qui payent les études des enfants. Ou, on fait défendre le consommateur en fait en imposant un certificat Calliope, une certification qualité, voilà, et obligatoire. Et mais c'est quand même c'est pas assis sur le financement. Vous voyez, c'est-à-dire que quelque part il y a une restriction de la manière dont ces établissements vont travailler. Et ça, c'est très intéressant. Donc, la loi va être promulguée sans doute en juillet, si ça passe, hein, c'est pas sûr, parce que rien n'est acquis en cette là. Et ça rentrera en vigueur en 1 an après, normalement. Donc, sans doute en septembre, voire au 1er janvier 2027. Oui, Voilà. 2027. Alors, Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont certifiés parce que ça donne plus de poids à la certification et ça donne plus de valeur à la certification. après avoir dressé ce contexte qui, je pense, depuis qu'on anime les webinaires Calliope est le plus complet, le plus, argumenté, on passe maintenant à l'étape du parcours. Donc une fois qu'on a son projet de certification, comment cela se passe pour, arriver jusqu'à l'étape de l'émission du certificat? François, quelles sont les étapes et qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune d'entre elles? Alors en fait, comment ça se passe? Bon, un, vous allez demander. Donc vous allez vous connecter sur notre site, on va vous montrer tout à l'heure, Thomas va vous montrer comment on fait et vous allez présenter votre demande.
Donc vous avez un certain nombre d'informations à nous donner qui vont nous permettre, d'établir une proposition. On va, signer en ligne, vous allez mettre en place le prélèvement SEPA et vous aurez accès à votre facturation et tout va se passer, depuis votre compte sur la plateforme Noé. À partir de là, bah, vous avez une date, une durée d'audit et là va commencer la préparation sérieuse, heu et donc vous allez préparer votre audit. Alors si vous avez pris l'option, vous pouvez, le préparer en ligne et vous allez, stocker les preuves. Vous avez le guide, sur la plateforme, donc il faut remplir, il faut démontrer comment vous satisfaisez les différents indicateurs. Le jour de l'audit arrive, donc là-dessus, je vous rassure, tout le monde est un peu tendu, le jour de l'audit, enfin la veille surtout, hein, Après quand on en a passé plusieurs, on n'est plus tendu du tout, mais le premier, ça fait quelque chose. J'ai jamais vu un et j'en ai vu des milliers, donc j'ai jamais vu un client, un audité, serein la veille de l'audit, voilà. J'ai même le patron d'une boîte qui est d'ailleurs très connu, puisqu'il passe très souvent sur, il avait il était président d'un organisme de formation et il passe très souvent à la télévision pour parler de sécurité, donc c'est quelqu'un de très rassurant. Il parle de questions de sécurité, de terrorisme et je peux vous dire qu'à 11 heures du soir, la veille de l'audit, il m'avait appelé, il était en panique et donc tout le monde, est un peu stressé, hein, ça c'est sûr, mais bon, hein, quand on passe l'audit, il faut bien savoir que l'auditeur est là pour que vous réussissiez. Il y a tout intérêt et ça se passe bien. Alors même si, d'ailleurs, au niveau de l'audit, vous avez des non-conformités, vous avez un délai, 3 mois pour les traiter et donc en fait, il y a pas de cas, sauf l'abandon, où vous ne l'avez pas. Ça n'existe pas. Il y a des cas après où vous pouvez la perdre si vous avez tout laissé tomber, donc si vous avez abandonné, mais si vous ne lâchez pas et si vous avez un système simple qui est simple, je dirais, comment dire? Simple pour vous, que vous utilisez de manière simple et qui apparaît comme simple à l'auditeur, ça fonctionne. Enfin la certification, donc là vous recevez votre certificat, donc vous allez le télécharger, sur votre espace. Et vous pourrez le télécharger autant de fois que vous voulez. C'est pas un PDF qu'on vous envoie, hein, vous le téléchargez quand vous voulez et après c'est parti, vous pouvez, le publier, sur les réseaux sociaux, l'envoyer à vos clients et c'est, un nouveau cycle qui commence. Vous avez également un sondage qui vous a été partagé, dans l'espace, correspondant. Je vous invite à y répondre pour nous, informer à l'étape dans laquelle vous êtes dans le parcours. Donc les résultats, évoluent au fur et à mesure, du temps. Donc, pour l'instant, en majorité, donc vous êtes à l'étape de la demande et ou de la préparation, donc plutôt en début de parcours et c'est, d'ailleurs, bon signe pour nous puisque, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous êtes plutôt positionné sur un projet de certification, et d'autres personnes qui sont à l'étape de la certification, donc qui ont déjà franchi, l'étape de l'audit et donc qui, devraient s'informer sur d'autres, étapes du parcours. Alors pour vous, ce n'est pas, le webinaire le plus pertinent, je pense, puisqu'on est plutôt sur une première obtention de la certification, même si dans le cadre d'un renouvellement de la certification, il n'y a pas de différence entre audit initial et audit de renouvellement. C'est la même durée, c'est le même périmètre, et vous allez présenter les mêmes preuves entre les 2 types d'audits. Pour les organismes qui sont en début de la démarche, donc qui sont bien à l'étape, de la demande, qui n'ont pas encore, effectué de première demande de proposition, pour vous, la première étape est, d'effectuer une création de compte sur, notre plateforme Noé. Donc c'est, la plateforme de certification qui permet d'assurer une gestion complète de la certification, à commencer par la demande, en passant par la préparation de l'audit, la récupération de certificats et les différentes demandes de planification d'audit que vous allez avoir, tout au long de la vie du certificat. Donc vous avez un lien qui vous a été partagé en bas à gauche de l'écran pour, effectuer un premier accès au compte dans lequel on vous demande, votre nom, votre prénom, votre adresse email, un numéro de téléphone et votre mot de passe. Une fois que ces, champs seront complétés, vous aurez un accès direct à la plateforme, et qui vous proposera une première action, celle de faire une demande, On une n'a pas le droit de faire la même chose que vous.
Ouais, donc nous, il n'y a pas de ICPF formation, voilà. On n'a pas le droit de faire de conseils, c'est-à-dire de vous conseiller sur comment vous allez obtenir Calliope, on n'a pas le droit de le faire. Alors, voilà et enfin, heu c'est oui, ça, on n'a pas le droit de le faire, voilà, c'est tout. C'est conseil et formation. On n'a pas le droit de faire la même activité que vous, l'activité concerne flux et on n'a pas le droit de vous conseiller à élaborer le dispositif. Alors, on appelle ça sur le terme de conseil, alors, si on fait du on pourrait faire, du conseil en, je sais pas, en plomberie, voilà, ça, on aurait le droit de le faire. C'est pas le conseil en tant que tel qui nous est interdit, voilà. Mais c'est voilà et dernier point, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de promouvoir, de faire une offre groupée avec, quelqu'un qui aurait quelque chose à vous vendre. Voilà, donc on ne peut pas faire une offre groupée avec un éditeur de logiciel, par exemple, on ne peut pas le faire. On peut faire un webinaire ensemble où chacun reste dans son coin, mais on ne peut pas insister à acheter telle ou telle offre. On n'a pas le droit de faire de la promotion d'une offre complémentaire pour vous. Voilà. Alors, une fois la préparation, réalisée, qu'elle se fasse, seule ou étant accompagnée avec, les options que l'on propose, donc élaboration et pré-audit. Donc, vous êtes prêts pour, le jour J, qui consiste donc en un échange entre le référent qualité et l'auditeur. Donc ce sont 2 postures distinctes. Du côté du référent qualité, François, quels sont les éléments à retenir de cette posture? Alors le référent qualité, c'est vous, donc c'est l'organisme qui est audité, pas vous. Vous devez démontrer ou établir aux yeux de l'auditeur, que vous êtes organisé pour atteindre l'indicateur. Vous devez présenter des preuves, des éléments constatables, vous devez répondre aux questions de l'auditeur, dans le cadre d'un échange ouvert et constructif. C'est pas une négo, voilà. Donc ça, c'est la posture dans laquelle vous devez être. Alors avec, un respect du temps, c'est-à-dire qu'un audit, c'est une durée, c'est 7 heures, c'est pas 5 heures, c'est pas 9 heures. Si, ni l'auditeur enfin, si l'auditeur vous dit: «Je vais partir, au bout de 2 heures», bon, c'est bon, tout est OK, c'est qu'il ne connaît pas son métier et votre certificat après risque d'être remis en question. Ah, c'est arrivé, ça arrive, hein, sur notre secteur et donc c'est, le COFRAC veille et quand il l'apprend, bah, il nous envoie un signalement et donc on doit refaire l'audit et démontrer qu'on ne le refera plus jamais. Alors nous, ça nous est arrivé au début parce qu'on avait dans le on avait certains auditeurs qui n'avaient pas complètement compris ça et ben nous, on a dû, comment dire? Se séparer de certains auditeurs parce que c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas qu'un audit, c'est 7 heures, voilà et certains autres organismes de certification n'ont pas réussi à mettre ça en place chez eux et par moment, on a des clients qui témoignent sur, les réseaux sociaux en disant: «Ouais, c'était super, j'étais super bon, mon audit a duré 2 heures» et bah non, 10 minutes après, la copie d'écran est chez le co est au COFRAC et l'organisme de certification est parti pour 15 jours de boulot pour justifier et présenter un plan. Donc l'audit, c'est 7 heures. Il n'y a pas de cas où la durée d'audit est moins longue. Alors la posture de l'auditeur, alors elle est inverse, donc alors parfois il peut faire, des erreurs, hein, il vous parle au vous, il vous laisse sentir que c'est vous qui êtes concerné, mais en fait lui son boulot c'est d'auditer l'organisme, le dispositif. Le temps d'audit, donc ça je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant et c'est lui qui mène l'audit. Voilà, il pose les questions, il constate. Le temps, c'est lui qui le gère. Vous devez être disponible et bah, au bout de 7 heures, vous arrêtez, heu, mais c'est à lui de voir c'est lui qui s'organise et il a l'habitude, hein. On a des auditeurs qui ont fait 400 audits, hein. Donc il doit vous challenger et c'est lui qui gère le temps, en fait, voilà. Et enfin, il doit constater les non-conformités de manière formalisée. L'avantage de ICPF avec notre plateforme, c'est qu'en fait, le rapport est rédigé au fur et à mesure et en fait, on peut, comment dire, normalement à 17 heures, il vous donne son avis et le rapport, vous l'avez très peu de temps après, quelques heures. Voilà. Alors, vous avez un rapport avec une intention d'avis et éventuellement des non-conformités. Bon, s'il y a des non-conformités, ça arrive. Donc vous avez 3 mois pour traiter les non-conformités majeures. Les non-conformités majeures, elles sont listées dans le guide. Les non-conformités majeures potentielles sont listées dans le guide. Et vous avez 1 mois pour envoyer un plan d'action de traitement des non-conformités mineures. Les non-conformités mineures n'empêchent pas l'émission du certificat.
Alors, quand vous êtes certifié, il y a un type de non-conformité majeure qui a été évoqué quand on parle du logo Calliope. C'est qu'en fait, c'est quand il y a un usage impropre des marques. Donc, nous, on vous donne le droit d'utiliser la marque Cofrac, on vous donne le droit d'utiliser la marque ICPF et on vous donne le droit, avec le ministère du Travail, d'utiliser la marque Calliope. Mais ça doit se faire dans un certain comment dire, périmètre. Voilà, donc c'est que Calliope doit être attaché à l'organisme, pas à une action de formation donnée. Et quand vous utilisez le logo Calliope, il faut obligatoirement mettre la catégorie d'action concernée. C'est des éléments que vous retrouverez notamment dans la charte graphique, une fois le certificat Calliope délivré. Et d'ailleurs, une fois le traitement des éventuelles non-conformités arrivé, félicitations, vous avez donc obtenu la certification Calliope pour votre organisme de formation. Donc c'est une grande étape pour vous sur le plan professionnel aussi comme personnel, qui fixe un nouveau jalon dans l'aventure de votre activité. Donc bravo à vous et vous rejoignez donc le groupe des certifiés Calliope auprès de ICPF et donc à ce stade-là de la démarche, il y a un nouveau challenge qui s'offre à vous. Heu, Comment se passe la vie d'un organisme certifié François une fois cette étape franchie? Donc, si vous êtes nouvel entrant, ou si vous revenez sur la formation, vous avez retrouvé votre capacité d'action et d'opération, ou vous avez trouvé ou retrouvé votre capacité d'action. Le challenge, il devient, soit vous les avez déjà, hein, quelquefois on est dans un écosystème et on est en place et donc Calliope permet de lancer l'activité, soit il va falloir trouver des clients, obtenir des contrats et réussir les prestations. C'est un challenge normal pour une entreprise. Vos clients, systématiquement, pourront demander des financements publics et le mieux, c'est quand ils se débrouillent pour les obtenir, ces financements, avec votre certification Calliope. Pour les clients qui ne vous connaissent pas, le climat de confiance est plus facilement établi. Hem, à la différence de ce qui existait avant, Calliope est une marque très visible. Ça avait commencé avec Datadog, qui était aussi une marque très visible, et Calliope a repris tous les avantages de Datadog sans les inconvénients. Et donc les clients vont vous faire une confiance aveugle au départ, heu, donc il s'agit de ne pas les décevoir et de bien situer, et de bien cadrer leurs attentes comme leurs exigences. Donc avec la certification Calliope, avec ICPF, vous avez un kit de communication gratuit dans lequel vous retrouvez les éléments sur la gauche, donc le certificat Calliope qui est téléchargeable directement depuis la plateforme Noé, un bandeau Calliope dans lequel vous pouvez avoir l'assurance d'utiliser la marque Calliope de manière conforme, bon, à condition de l'utiliser sur les bons supports, où on identifie le périmètre de la certification et aussi, troisième élément, un espace dédié sur notre site internet en tant qu'organisme certifié, qui est notamment intéressant pour gagner tout simplement en visibilité et aussi pour renseigner vos stagiaires, les apprenants qui souhaitent en effet s'assurer que votre organisme est bien certifié. Donc c'est un espace qui pourrait être utilisé dans ce sens. On approche de la fin de la présentation, notamment, avec cette étape importante qui est, celle du budget. Donc, François, fin du suspense, combien coûte la certification Calliope pour un organisme qui souhaite s'engager? Alors le budget le plus fréquent, c'est 1 190 €, qui comprennent une journée d'audit. Alors chez nous, on est à 995 € et des frais techniques d'émission de certificat qui sont payables une fois, de 195 €. Ensuite, après la certification, là, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez une redevance annuelle en fonction de la taille de votre organisme, qui est à 523 €. Donc ça va vous coûter 523 € et dedans, vous avez les audits de surveillance et de renouvellement qui seront payés et ce que vous n'aurez pas, c'est les frais de déplacement à l'audit de renouvellement. Donc les, si vous avez votre certificat au 1er septembre, vous allez payer dans un an, 523 €. Au bout de 18 mois, vous allez passer vos audits de surveillance. Donc là, cet audit de surveillance, il est à distance obligatoirement, donc vous n'aurez rien à payer. Ensuite, vous aurez à payer 523 € pour
l'audit de renouvellement et 523 € à la fin, au bout de 3 ans, pour, le renouvellement de votre certificat. Donc vous voyez, c'est cinq et là, vous aurez d'éventuels frais de déplacement puisque l'audit de renouvellement est obligatoirement sur site. Voilà. Alors les frais de déplacement, c'est, à partir de 60 €, donc tous les 3 ans, vous allez payer, là je dis le minimum, hein, donc c'est 523 € et dans 36 mois, vous aurez payé 60 € de frais de déplacement. Alors ça va peut-être augmenter depuis parce qu'on a eu un moment de on a une inflation assez forte, il y a voilà, nos tarifs ont quasiment pas bou enfin nos tarifs ont pas bougé depuis, les 995 € par exemple, c'est un tarif qui n'a pas bougé depuis, 2019, voilà. Alors après, on a augmenté certains tarifs parce qu'on a ajusté en fonction de la demande qu'on avait et du travail que ça représentait pour nous, voilà. Alors on a après un certain nombre d'options qui sont en plus, alors ce qui fait qu'en fait on est le si on compare à nos confrères, on est le certificateur le moins coûteux, hein, puisqu'on apporte beaucoup de services et après on propose des options. Alors évidemment, quand vous prenez des options, c'est plus cher et comme nos confrères ne les proposent pas, alors certaines fois l'addition paraît plus élevée, mais on propose des options. Alors option, on a par exemple l'assurance report, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un peu comme un billet d'avion open, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer la date sans frais. Donc là, ça c'est à partir de 199 €. Vous avez le pré-audit, alors ça la plupart de nos confrères le proposent, voilà, donc là c'est à partir de 310 €, ça peut être fait à distance, voilà et les frais de déplacement, bah, ça, tous nos, on en propose tous et donc bon généralement on est sur les mêmes montants, voilà. Alors, nous on a d'autres options, par exemple vous pouvez venir passer le on s'est rendu compte qu'un grand nombre d'entre vous, vous vouliez venir à Paris et donc on a, comme nous nos bureaux sont à Levallois, on est à 5 minutes à pied, enfin 15 minutes à pied de Paris, du 17e, beaucoup de clients viennent passer l'audit chez nous. On a des clients qui viennent tous les 18 mois de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion, de Mayotte et on a aussi des Parisiens qui viennent. Donc on a, tous les jours, on a des clients, sur notre site. Alors c'est sympa ça, ça permet d'échanger. Voilà, donc là, bah, il y a des frais parce qu'on avait une telle demande qu'on a été obligé de dire: «Bon, il faut qu'on organise des salles». Les salles sont dédiées à ça, donc il y a un forfait de 60 € je crois pour la salle, voilà. Ensuite on a le pass, On va les présenter, on le voit ouais, après, voilà. tout à Donc fait, après ouais. on a d'autres passes, on a d'autres options que je vais vous expliquer dans peu de temps. Mais en fait, le budget, c'est 1 190 €. Ça, c'est l'entrée, voilà, que vous pouvez payer en plusieurs fois et après 523 par an avec éventuellement, au bout de 3 ans, 60 € si, sauf si vous êtes, je dirais, loin d'une grande ville. Voilà, parce qu'en fait, on a des auditeurs salariés dans les grandes villes, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lyon, Lille et on calcule la distance, à votre organisme de formation et en fonction de ça, on applique un barème et donc c'est minimum 60 € et voilà donc force est de constater que certains d'entre vous, vous êtes, alors c'est pas d'ailleurs, paradoxalement dans les DOM-TOM que ça pose le plus de problèmes, c'est plutôt il y a des régions en France qui sont très isolées où c'est, 2 heures et demie de transport minimum donc le nord de l'est de la France, le, comment dire? Le entre Toulouse et Montpellier où là il y a parfois il y a quelques organismes de formation et c'est 2 heures et demie en voiture pour y aller. Donc là, ça fait des frais, mais bon, ces gens-là ont l'habitude, ils savent ce que c'est que d'aller chez eux et voilà, mais le standard, c'est que vous aurez tous les 3 ans des frais de déplacement à payer et sinon, bah, c'est 523 €. Alors, parmi ces options, il y en a une qui est offerte dans tous les cas, c'est le kit de communication pour vous permettre d'utiliser plus efficacement la marque Calliope et augmenter la notoriété et la visibilité de votre offre. Et une qui est gratuite pour l'occasion, c'est celle de l'élaboration, donc grâce au code que vous avez sous les yeux, donc Web20 à intégrer dans votre Ah, il fait demande attendez, d'audit. Et donc pour rappel, l'option élaboration est, l'option qui vous permet d'assurer une préparation à l'audit, qui peut être partagée avec d'autres utilisateurs, sur, votre compte Noé avec, d'autres collaborateurs pour, effectuer un travail partagé. Il y a une sauvegarde automatique notamment pour, vous assurer que le travail effectué soit bien,
enregistrés et c'est surtout, l'occasion lors de l'audit de pouvoir présenter à l'auditeur les éléments de preuve et l'argumentation et vous assurer que vous n'oubliez rien. Donc c'est un gain de temps avant l'audit et aussi pendant. Donc je vous invite à effectuer votre demande maintenant sur la plateforme Noé en saisissant le code pour profiter de cette offre, qui n'est valable qu'aujourd'hui. Donc on avait parlé, rapidement, François de 2 nouvelles offres, donc les passes Serenity et Pass Group. Heu, Quel est l'avantage du pass Serenity en l'occurrence? Alors nous avons, heu, ce que vous comprenez bien, c'est que quand vous avez comme client, le groupe Galileo qui doit faire plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et Johan Pierre-Louis qui a 22 ans et qui se lance dans la formation professionnelle, c'est compliqué d'avoir une offre, je dirais, homogène, heu, parce qu'en fait les attitudes, les besoins sont très différentes et les formateurs, les professionnels de la formation, comprennent bien ça. Il y a une grande diversité. Donc on n'a pas voulu, enfin moi surtout, hein, parce que c'est quelque chose auquel je respecte beaucoup, on a voulu faire une offre adaptée et faire en sorte que pour certains, managers, c'est, le coût, ce qui leur coûte, c'est le temps qui s'y passe et le coût administratif de certaines tâches. Alors par exemple, nos clients grands comptes, et certains clients, je dirais, des, des formateurs indépendants qui sont, bien installés, l'administration pour eux, ça a un coût. C'est-à-dire recevoir une facture, c'est pénible. La traiter, c'est pénible. Faire un chèque, le mettre dans une enveloppe, faire un virement, c'est pénible, ils ne veulent pas le faire. Recevoir une petite facture de 60 €, enfin c'est une petite facture pour eux, c'est l'horreur et hem et ça, c'est, une certaine catégorie de clients comme ça veulent, avoir le moins de soucis administratifs possible. Donc pour eux, on a créé le pass Serenity, et qu'on a étendu au pass groupe pour ceux qui ont plusieurs, numéros de déclaration d'activité. C'est-à-dire vous avez des groupes avec des franchisés, donc vous avez, Wall Street par exemple, il y a 54 organismes en certificat Calliope et il y a un management de la qualité central. Et donc là, on a fait le pass groupe pour que le le référent qualité de l'ensemble de Wall Street, il puisse voir et gérer la qualité, les audits de cet ensemble, vous voyez? Donc ça, c'est le pass groupe. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a inclus dans le forfait l'assurance report offerte parce que souvent ils sont plusieurs à planifier et donc Hem, ça posait des problèmes en interne quand il y avait un report, parce que si le report était, du fait du responsable du référent qualité, bah, le franchisé ne trouvait pas ça normal de payer et aussi parce que les factures, les petites factures qui arrivent dans ce dispositif-là leur posent problème. Le bah, je vais pas donner le nom, mais, j'ai un organisme de formation qui fait partie d'un grand groupe, très connu dans l'automobile. Donc il m'a appelé, il dit: «Monsieur Galinou, j'ai sous les yeux une facture de 30 €, ce n'est pas possible. Vous faites comme vous voulez, mais vous ne m'envoyez pas de facture de 30 €. Je Vous n'imaginez pas ce que c'est que de mettre dans un circuit de paiement dans notre groupe, une facture de 30 €, ça va nous coûter 10 fois plus cher». Donc on a, créé ce pass qui permet d'éviter, heu ces petits, tracas administratifs. Alors en contrepartie, le prix est plus élevé. Pour eux aussi, c'était compliqué on fait des événements. Alors comme vous êtes très nombreux, bah, on a créé un forfait parce que si, par exemple, si on fait un événement, et si vous êtes 7 000 à venir, bah, ça va nous coûter, ça va être un budget, très important. Donc nos événements sont payants, voilà et donc là aussi, on a dans le forfait, on inclut, les invitations à tous nos événements. Et enfin, vous avez des modifications de certificats, vous changez d'adresse, vous changez de NDA, voilà, qui sont payantes. Et donc là, cette modification de certificat, quand vous avez le pass groupe ou Serenity, elles sont offertes, elles sont comprises. Voilà. Donc ça, c'est les 2 passes qu'on a créés qui sont un ensemble de services que vous n'êtes pas obligé de souscrire, mais qui vous, permettent comment dire? D'avoir, plus de sérénité. Alors c'est dans le pass Serenity qu'il y a le planeur dédié, l'interlocuteur dédié? Dans les 2. C'est Dans les ouais, 2, une voilà. information que j'ai pas indiquée, mais en effet, il y a un Voilà, planeur et alors un vous avez chef aussi un auditeur. interlocuteur dédié, donc on a, quelqu'un qui vous suit et vous êtes,
les détenteurs des passes Serenity et Group, vous êtes, prioritaires parce que là aussi, par rapport au la vitesse est parfois très importante. Donc nous, on est très rapide, c'est-à-dire que vous pouvez, là, aujourd'hui, si vous nous appelez à 15:32 et vous voulez faire un audit le plus tôt possible, à cette heure-ci, c'est encore possible pour nous d'organiser un audit pour demain. On est les seuls à le faire. On est les seuls à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a des auditeurs salariés et on a, des managers qui sont en capacité de faire des audits, donc on trouve toujours un auditeur pour les situations d'urgence. Alors après, ce qu'on a voulu faire, c'est, parce qu'on avait on a des clients qui ont beaucoup de NDA, on a voulu faire un service spécial pour ceux qui ont toujours des urgences et de manière à ce que certains d'entre vous, vous pouvez attendre un mois, donc 3 semaines, c'est moins urgent. Mais là, on a voulu, nous, on a la capacité de traiter l'urgence, voilà. Mais après, bon, bah, c'est un peu plus cher parce que, c'est vrai que ça nous oblige à nous organiser. Mais pour certains, cette urgence-là, elle est très importante. Vous voyez, pour un CFA, par exemple, il crée son CFA, donc il met, 2 semaines, 3 semaines à attendre le NDA et là, il y a pas de passe-droit, hein, c'est complètement aléatoire. Il y a même pas, il peut même pas appeler pour se plaindre que le NDA n'arrive pas. Après, vous avez certaines formalités administratives aussi qui sont très longues, donc quand on est pressé, c'est vite un chemin de croix. Là, nous, on voit qu'un certain nombre de clients sont très pressés et on a mis en place une capacité à répondre. Alors, nous sommes maintenant à la conclusion, François. Que faut-il retenir en 3 points essentiels concernant la certification Qualiopi? Alors, Calliope, si vous voulez, réussir dans la formation ou réussir, c'est un projet incontournable. C'est un facteur de différenciation, absolue puisque sans Calliope, vous n'irez pas loin et c'est un moyen d'améliorer la qualité perçue de votre offre, qui va au-delà de la certification, puisque c'est une démarche qualité. Pour vos clients, c'est, grâce à la marque, connue, qui est Calliope, hein, grâce à notre marketing à tous, grâce à notre communication, grâce à 44 000 certifiés, c'est l'assurance, une assurance qualité. C'est la possibilité de demander, voire d'obtenir le financement. Avec Calliope, c'est que vous êtes avec, le leader, le l'expert de la qualité depuis 30 ans, voilà. La plateforme, notre service permet de vous simplifier la vie, voilà et le système de la redevance annuelle, bah, vous savez, vous voyez exactement combien vous allez payer, vous savez que, bah, Calliope, un petit peu c'est 45 € par mois, et un audit, tous les 18 mois, puisque c'est le temps, c'est de l'argent aussi, hein et peut-être 60 € de frais de port, minimum dans 3 ans. Merci François pour cette, conclusion. On est maintenant à la fin du webinaire, donc on a dépassé déjà de 4 minutes, le temps, qui était planifié, mais on va prendre le temps de revenir vers les questions. Il y en a quelques-unes, qui, sont importantes. Avant toute chose, donc je vous, rappelle quelques points. Donc pour les, participants qui ont un projet de certification à faire aboutir, vous avez notre équipe, disponible dès maintenant au 01 82 83 56 40. Donc vous retrouverez, soit Anya, Christophe ou Maria au bout du téléphone, donc assistant à la certification. Également disponible, sur rendez-vous, donc en fonction de leur disponibilité bien sûr et donc je vous invite à les contacter pour, aller plus loin dans votre démarche. Également aussi, donc, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. À la fin de celui-ci, vous aurez 2 liens. Le premier lien qui, vous renverra vers le replay, du webinaire, donc en haute définition et le deuxième lien qui vous renverra vers le support de présentation en PDF pour retrouver, toutes les ressources, notamment, le guide du référentiel national qualité, l'accès à la plateforme ou, d'autres ressources qu'on a pu, intégrer dans le support. Aussi, donc vous retrouvez aussi, les, coordonnées de Anya pour, aller plus loin dans la démarche et je vais maintenant aller sur l'espace des questions pour, identifier ce qui n'a pas été traité. Alors une, question, de la part de Virginie: «Réalisez-vous des visios pour comprendre comment répondre à des appels d'offres et comment rentrer dans le processus, du CPF?» Alors
Concernant le processus du CPF, on a, organisé un webinaire il y a un mois sur cette thématique-là. Je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de ICPF, vous retrouverez le replay. Pour la première question, on organise aussi, ce type, de vidéo. La semaine prochaine d'ailleurs, un webinaire aura lieu sur, le fait d'accéder au financement, pardon, et donc on pourra, prendre un temps sur, la question des appels d'offres qui font partie, de ce sujet. Une question posée par Dominique, est-ce qu'un OPCO est considéré comme un financeur public? Ah, ton micro est Heu, coupé, je en pense. f Ah non, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. Alors, en fait, hem, le, l'argent, enfin l'argent qui circule dans les OPCO, le Pôle emploi, OPCO, Pôle emploi, Caisse des dépôts, région, c'est de l'argent public et c'est traité comme tel. C'est pour ça qu'il y a des contrôles, c'est pour ça qu'il y a le numéro de déclaration d'activité. C'est de l'argent public. Après, si vous voulez être, comment dire? Quand on veut être consensuel et prendre en compte, ce qu'on appelle la démocratie sociale, on dit qu'un OPCO, c'est un financeur paritaire, voilà. Donc on dit, financeur public et paritaire, financement public et paritaire. Mais c'est un financeur public, c'est de l'argent public. Voilà. On distingue argent public, argent privé, c'est l'argent public. Alors, question de Lucie, est-il obligatoire de signer un contrat de formation avec un apprenant qui a mobilisé son CPF et accepté pardon, les CGU de mon compte formation? L'article 2 des CG de EDOF indique le contraire, mais j'ai un doute. Alors, je n'ai pas la réponse personnellement. On est sur un point assez technique euh, qui ne relève pas du webinaire. Peut-être que François, tu as une réponse. Heu, je n'en s enfin je là effectivement s'il y a je suis en train de réfléchir, à ce que dit la réglementation. Je suis, je n'en s je pense que là effectivement c'est un cas spécifique, que je non je vais pas me risquer à répondre parce que je il y a une partie, non je ne sais pas. Je n'ai j'ai pas la réponse. On va Je investiguer. pense que oui, parce que là, il faut qu'il y ait une convention de formation, mais est-ce que quand on passe par Head-Off, est-ce que le la personne qui est présente sur Head-Off, le client, est-ce qu'en validant quelque chose sur Head-Off, ça ne correspond pas à la signature d'un contrat? Je ne sais pas. Enfin, de toute façon, le contrat, il est obligatoire, c'est la convention. Donc après, est-ce que le fait de s'engager sur Head-Off fait qu'il y a un contrat? Ça m'étonne qu'on doit faille faire un signer un contrat après, parce que le but, c'est de faire quelque chose de simple qui, où le stagiaire de son téléphone peut tout gérer. Voilà, je pense qu'il faut demander à des personnes qui enfin des organismes qui travaillent déjà sur Head-Off, Alors, c'est quelque chose de très concret et très ouais. opérationnel sur Head-Off, oui. Question de Juliette, est-il obligatoire de mettre le logo Calliope ou le certificat téléchargeable est suffisant? Alors le certificat est suffisant. En revanche, il est tout de même dommage de ne pas utiliser le logo, puisqu'en tant que certifié, c'est l'un des bénéfices euh, que- auxquels pourraient vous envier tous les organismes pardon, qui ne sont pas détenteurs du certificat. Euh, mais voilà, voilà ma réponse. Et dernière question, il me semble, question posée par Lucie. Pour la vérification des prérequis de l'apprenant avant sa formation, est-ce simplement un besoin d'informer, exemple sur le site, ou une nécessité de les valider individuellement avec l'apprenant par téléphone ou email? Si, deuxième solution, besoin de la confirmation par l'étudiant lui-même. Alors cette réponse sortirait de du cadre de la prestation de ICPF. Donc ça pourrait s'apparenter plutôt à du conseil ou de l'accompagnement, comme on le mentionnait plus tôt.
et donc je ne pense pas qu'ICPF est en mesure de répondre à cela pour qu'on reste dans notre fonction, qui est celle de l'organisme certificateur et donc de ne pas vous aider dans la réponse aux indicateurs du référentiel. Alors nous n'avons plus de questions. On va maintenant mettre un terme à la présentation. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin. Merci pour vos questions, pour cet échange. Merci à toi également, François, pour ton expertise, les exemples que tu as pu apporter, la vision. Et je vous souhaite à bientôt pour les personnes qui vont s'engager dans la démarche, des personnes qui sont déjà à nos côtés au quotidien. Et je vous souhaite à bientôt. François, je te laisse ajouter aussi quelques mots avant de conclure. Bonne chance dans vos démarches et à bientôt donc par Amplifier. Au revoir.